Eh bien, bonjour ou rebonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière conférence au sein de Cantalis Inside, donc l'événement organisé par Cantalis avec des partenaires, associations professionnelles, sociétés de gestion institutionnelles. Merci aux orateurs qui sont prêtés au jeu pour éclairer nos lanternes et y voir un petit peu plus clair dans un contexte un peu compliqué. On s'est quitté lors de la deuxième table ronde sur effectivement les multiples Big Bang, l'importance des thématiques qui apparaissent en fait dans les marchés. On a évoqué l'environnement, la transition climatique, on a évoqué les transitions démographiques, on a identifié les transitions numériques, la relocalisation des territoires, le vieillissement de la population, etc., etc. Donc tout ça de manière très évidente. Et la plupart du temps, on évoquait les titres des actions et tous les investisseurs ne peuvent pas faire des investissements sur des SRRI 6 ou 7 sur des niveaux de volatilité actions et donc revenir à des investissements plus diversifiés. Sauf que investissement diversifié ou diminution du risque, la plupart du temps, ça veut dire construire une allocation d'actifs avec des taux et des taux sans risque. Et là se pose la question, puisqu'on a des taux négatifs depuis un petit moment maintenant. Et donc, on va voir avec nos experts, nos orateurs, comment bâtir des solutions dans le temps pour des investisseurs de court terme ou long terme, nouvelle allocation, une nouvelle ère pour vos investissements, comment piloter dans cet environnement compliqué. Et j'allais dire, le thème qu'on avait défini il y a un an est plus que jamais d'actualité. On a encore plus d'injection de liquidités. Et je pense même que les réunions de la BCE bientôt, je crois que c'est jeudi, et de la Fed le 16 décembre, ne risquent pas de changer la donne. Et donc, voilà un petit peu, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, comment on peut naviguer dans cet environnement complexe. On va voir ça avec nos intervenants. Je les remercie encore. Benjamin Mellman, vous êtes Global Chief Investment Officer, donc responsable de l'ensemble des investissements au sein d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bernard Lebras, vous êtes président du directoire de Suravenir. Vous êtes aussi membre du COMEX du groupe Crédit Mutuel Arkea. Bonjour. Bonjour. Dominique Séolin, vous êtes PDG du groupe ABC Arbitrage, société cotée en bourse qui fait de l'arbitrage, comme son nom l'indique, pour compte propre au sein de ce groupe, de cette société, mais qui gère aussi des fonds. Exactement. Donc, une société d'arbitrage, effectivement, sur les marchés financiers. Bonjour à tous. Bonjour. Laurent Serra, vous êtes associé et gérant de Bayard Finance. Vous êtes basé à Bordeaux, et à Bordeaux, vous êtes aussi professeur associé à la Kedge Business School. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, on va traiter ce sujet. Avant de lancer les débats, je vais partager mon écran et vous montrer quelques éléments. On s'appelle Cantalis, donc on aime bien présenter des données. Et donc, données à travers voilà, la collecte, les fonds, les flux. Et donc, quand on regarde les flux, premier élément qui saute aux yeux, c'est qu'on voit qu'on a une sorte de barbellisation, de segmentation, de radicalisation des investisseurs, un comportement radical d'une part sur la gauche avec des investissements sur des fonds monétaires qui ont battu des records. On est pratiquement à 100 milliards de collecte nette depuis le début de l'année. Alors, investir sur du cash, là où l'Eonia était en négatif, les taux sont en négatif, c'est bizarre, mais l'environnement est plutôt à l'épargne de précaution. Puis sur la droite, on a vu un effet notamment récent sur le mois de novembre avec une collecte très forte sur les actions. Donc l'action considérée un peu comme le dernier moteur de performance, on y reviendra. En tout cas, on a cette recherche de rendement d'un côté, de performance à travers les actions et puis aussi de protection et de liquidité. Liquidité et taux d'intérêt, dans le temps, quand on regardait les livres d'économie, on se disait, et c'est pas Laurent Serra qui me contredira, on se disait, je construis un portefeuille diversifié, on en reparlera avec lui, et malheureusement, avec des taux négatifs, c'est pas facile. Donc, comment on peut faire pour investir dans des actions, certes, mais avec une protection quand même sur le jour où les actions baissent beaucoup dans les marchés extrêmes via les marchés obligataires, les marchés de taux. Ce moteur de performance ou de diversification semble disparu. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que même en 2020, l'année n'est pas encore terminée, mais on a l'impression que le marché s'est normalisé et que finalement la crise de Covid est déjà derrière nous pour les marchés financiers.
qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment on peut se projeter sur 2021. L'autre élément qui sert un peu de question, on regarde les performances justement des actions et des catégories obligataires Cantalis sur 20 ans. Vous avez le graphique de gauche. Et puis sur plus longue période, donc il y a le London Business School qui sort tous les ans sur Yearbook et il remonte jusqu'à 1900. Donc c'est 120 ans de performance de classe d'actifs, c'est énorme. Et il y a une chose qui saute aux yeux, c'est qu'on voit que sur la période très très longue, on a des risques obligataires qui sont vraiment très importants, extraordinairement beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Donc est-ce que c'est une anomalie de l'histoire? Où se trouve le risque obligataire aujourd'hui? Où est-ce que ça peut revenir? Et la deuxième chose, quand on regarde le graphique de gauche, c'est que certes, sur les 20 dernières années, on a eu un moteur de performance sur les émergents liés à la globalisation ou sur la tech US liée justement à ces gains de productivité, à ces nouvelles activités de digitalisation de l'économie. Malheureusement, nous, en zone euro, j'ai l'impression qu'on est passé à travers ces deux mouvements, qu'on n'a pas eu trop de moteur de performance et qu'on est plutôt englué dans une sorte de japanisation de l'économie européenne. Est-ce qu'on est à la traîne? Est-ce que ça sera encore le cas sur les 20 prochaines années? C'est la question qu'on se pose en ayant des éléments en tête. Un, les plans de relance. Deux, la politique monétaire. Je vous ai mis en graphique, mais vous les connaissez, ces graphiques, les bilans des banques centrales en pourcentage du PIB. On peut dire qu'elles sont largement à la manœuvre, avec des taux aussi très très bas, et il paraît pendant très longtemps. Donc, que faire sur ce rendement obligataire quand on a des placements ou de l'épargne liquide? Alors l'épargne liquide, les assureurs le savent bien, on est un peu dans le French paradoxe. Plus les taux d'intérêt et les rendements baissent, plus j'ai l'impression que les ménages investissent sur des épargnes de précaution. J'ai mis le fonds en euros, mais j'aurais pu mettre le livret A, les dépôts à vue, qui sont aussi en forte augmentation. J'avance rapidement sur les éléments porteurs pour donner un peu de perspective. Le sondage Cantalis BFM Business. Quand on pose la question au CGP, ils nous disent j'ai des éléments porteurs. D'une part, numéro un, j'ai une épargne financière de mes clients, une épargne de précaution qui est énorme, historiquement très élevée, un taux d'épargne très élevé. J'ai des plans de relance devant moi, j'ai des taux d'intérêt, donc des politiques monétaires qui sont très bas, j'ai des performances de marché qui restent acceptables. On l'a vu en introduction, donc à la limite 2021, tout va bien. Et quand on leur parle des solutions, ils sont un petit peu moins friands d'immobilier. Vous le voyez, le rouge, ça régresse. Nettement moins de fonds en euros. Donc ça fera plaisir à Bernard Lebras. Donc ils ont carrément boudé et mis de côté le fonds en euros pur au profit de l'assurance vie multi-support, un peu le couteau suisse du patrimoine. Et il y a deux éléments qui sont très notables. C'est l'apparition du PER et de la retraite, des problématiques d'épargne salariale. Et l'autre élément qui pointe le bout de son nez, c'est l'utilisation des ETF et des fonds notamment thématiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, j'ai pour conclure une question. Comment faire pour sortir de cette bipolarisation? Est-ce qu'on doit sortir de cette bipolarisation entre saving et trading, épargner mais sans rendement sur des produits liquides, ou trader sur du Bitcoin ou sur des varans au risque de tout perdre? Et est-ce qu'il n'y a pas un chemin de crête entre les deux, de l'investing, revenir à mes objectifs, revenir à des investissements et des financements plus durables? C'est ce qu'on va voir à l'instant, en ce moment, avec nos intervenants. Donc, je quitte cette présentation. Voilà. Pour poser la question directement à Dominique Séolin. Dominique, vous êtes PDG d'ABC Arbitrage et votre métier depuis plusieurs années maintenant, c'est justement de mener des arbitrages, de suivre comme le lait sur le feu la politique monétaire, les plans de relance, l'injection de liquidités, les taux d'intérêt, la volatilité des marchés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est votre analyse de la situation actuelle? Oui, merci Jean-François. Donc, c'est vrai que nous, depuis 2012, on a observé un changement de paradigme. J'ai souvent essayé de distinguer trois grandes périodes dans les marchés financiers modernes. Donc, j'oublie bien sûr l'initiation de la cotation qui date, je crois, à peu près du XVIIe siècle, mais dans les marchés vraiment modernes, on a dans les années 70 les premières cotations électroniques, dans les années 90 les algorithmes qui interviennent sur les marchés, donc c'est la robotisation des marchés qui commence à naître. Et depuis 2012, en particulier depuis 2015-2016, je considère que les marchés financiers, finalement, vivent un nouveau paradigme, ce que j'appelle le paradigme des banques centrales, qui clairement est venu
ce paradigme des banques centrales, donc de tout pays, hein, est venu finalement modifier très profondément la prime de risque, l'appréhension des risques par les investisseurs. Et nos marchés financiers sont extrêmement portés par ce paradigme des banques centrales. Et le Covid n'a fait qu'accélérer ou accentuer un peu le phénomène, hein, puisque je rappelle qu'avant le problème du Covid, enfin de la Covid, pardon, parce que c'est féminin, de la Covid, nous avions déjà des bilans de banques centrales qui avaient presque atteint les 20 000 milliards, hein, les principales banques centrales mondiales. Et au moment de la Covid, nous avons eu la Fed qui a rajouté à peu près 75% de la taille de son bilan, à peu près 4 000 milliards supplémentaires, et la BCE à peu près 20 à 25% encore de sa taille bilan, donc à peu près 1 000 milliards supplémentaires, permettant au marché financier finalement d'atteindre une forme de record à nouveau cet été, et puis à nouveau, je crois récemment, le DJ a atteint son record historique. Donc on voit bien finalement que ces marchés financiers sont portés, soutenus par les banques centrales, probablement aussi par les plans de relance gouvernementaux qui sont intervenus au moment de cette fameuse pandémie. Et on a un problème en fait dont on n'arrive pas tellement à sortir, c'est que théoriquement, le capitalisme normal devrait pouvoir fonctionner sans ces banques centrales. Ce n'est plus le cas, pour des raisons même un peu évidentes, hein, c'est-à-dire que les États sont surendettés et n'ont plus la capacité démocratique de faire supporter des plans d'effort à leur population. Ils ont énormément de mal. Donc les États sont énormément demandeurs finalement de ces taux négatifs et de ce soutien indirect des banques centrales. Et de l'autre côté, eh bien, ça génère des excès, enfin, en tout cas, moi, je trouve être des excès de valorisation sur des actifs, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté, d'ailleurs. Si vous parlez avec des acteurs du private equity, on retrouve aussi ces excès de valorisation qui génèrent finalement des doutes de la part des investisseurs quant à l'investissement sur des actions ou sur des fonds en unité de compte versus une épargne, comme vous l'avez dit, une épargne de précaution ou une épargne de sauvegarde à travers des fonds monétaires, quitte à payer du taux négatif sur ces fonds monétaires. En tout cas, il y a une sorte de... alors, c'est peut-être qu'une mise entre parenthèses, c'est le Covid qui illustre ça, qui révèle ça, mais il y a une sorte de mise entre parenthèses. La consommation, enfin, si on regarde la consommation épargne, la consommation soutenue par les États via un peu des salaires, une prise en charge des salaires dans la crise du Covid, et une épargne qui est un peu sauvée par la politique monétaire et les banques centrales. Donc, c'est un peu ce sur quoi vous souhaitez insister en disant, bah, on est un petit peu hors sol, quoi. Bah oui, parce que si vous regardez la violence du choc au moment de mars dernier, la violence du choc sur les marchés financiers uniquement, mais qui sont une bonne illustration de ce qu'a pu produire cette pandémie, la violence du choc était supérieure à la violence du choc de 2008. C'est-à-dire le choc de mars 2020 est beaucoup plus fort et les acteurs financiers ont pris toute la mesure du risque de cette pandémie de manière beaucoup plus violente le choc de 2008 était plus complexe à comprendre, les subprimes plus complexes, les produits dérivés plus complexes à comprendre. Là, on a vu les rues se vider, les aéroports se vider, le choc a été immédiat. A contrario, le recovery, la capacité des marchés à rebondir suite à l'intervention des banques centrales en avril et à l'intervention des États en avril également, a été une recovery record. On a retrouvé des niveaux de valorisation qu'on n'avait pas connus en 2008 avant de nombreux mois. 2008, il a fallu plusieurs années post-2008 avant de retrouver ce type de rebond. Donc clairement, on est dans une situation atypique et purement soutenue par des acteurs qui ne devraient pas être des acteurs du capitalisme financier, hein, mais qui, mine de rien, sont devenus des acteurs principaux des marchés financiers. On essaye de se projeter avec vous, Laurent Serra, justement sur ces phénomènes un peu macroéconomiques et de marché et techniques. Donc ça tombe bien, il y a un vaccin, on est sauvé. On a vu le rallye du mois de novembre, comme disait Dominique à l'instant. Donc on a un effet en V, enfin en tout cas sur les marchés, qui a été massif. Et donc on se dit bon bah tant mieux. Et donc du coup je me tourne vers des gérants et des fonds et de monde Rothschild en disant donc j'achète ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, de la tech, de l'ISR, enfin, du digital. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler en introduction que les épargnants sont, ce que je disais, moi, un peu bipolaires ou schizophrènes. Ils ne sont pas tous à prendre du risque et ils se doutent bien que l'environnement est un petit peu spécifique. Enfin, voilà, remettre un petit peu en perspective le comportement de l'épargnant dans tout ça. Exactement. Alors, voilà, pour Laurent. Oui, effectivement, en fait, le Covid en lui-même et la crise qu'on a connue en 2020, comme le disait Dominique, n'est qu'une crise de plus
par rapport à la financiarisation de l'économie depuis maintenant une vingtaine d'années, au rôle très central des banques centrales, et au fait que, effectivement, dans cet environnement, on a des environnements de plus en plus volatiles, avec des allocations d'actifs qui sont de plus en plus compliquées à créer pour les clients. Et c'est vrai qu'il faut remettre un petit peu en perspective à qui s'adressent aujourd'hui les conseillers en investissement financier, vers qui on s'adresse lorsque on prodigue des conseils ou qu'on vend des solutions d'investissement ou des fonds. Et c'était évoqué lors de la précédente table ronde, mais vous parliez vous-même de japonisation de l'économie. Alors, on a sûrement une japonisation de l'économie, puisqu'on voit bien qu'on a une forte baisse des taux et celle-ci devrait durer. On s'habitue à des taux négatifs. Moi, je suis même étonné de voir que d'année en année, mes étudiants, finalement, ne sont plus du tout surpris d'avoir des taux négatifs sur de la dette d'État, alors que quand même, il y a encore une dizaine d'années, on me posait beaucoup de questions par rapport à ça. C'est rentré dans les mœurs. Mais cette problématique, à la fois liée aux banques centrales, liée à cette faiblesse des rendements, fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans l'investing dont vous parliez, puisque le portage obligataire n'est pas suffisant. Et quand on a une clientèle au niveau démographique qui, elle, est clairement en phase de japonisation, hein, puisqu'on a un vieillissement de la population, c'est une clientèle qui est avant tout en recherche de sécurisation de son capital. Lors de la précédente table ronde, on parlait des efforts notamment de fin de vie, de maison de retraite. J'entendais qu'une maison de retraite coûtait de 3 000 à 7 000 euros par mois pour une personne. Ça, ce ne sont pas des personnes qui vont avoir un horizon d'investissement suffisant, une capacité d'épargne suffisante pour pouvoir effectivement se tourner vers des SRRI 7 ou 6. Donc, on est obligé aujourd'hui de construire des allocations d'actifs avec des SRRI en moyenne de 3 ou 4. Et le 3 ou 4 nous ramène vers l'oblig. L'oblig ne rapporte plus grand-chose. Donc, la barbellisation dont vous parliez, moi, je la qualifierais de risk-on, risk-off, avec des mouvements entre les classes d'actifs qui sont de plus en plus violents, qui entraînent effectivement de la volatilité. Et cette volatilité est problématique dans le cadre d'une construction d'allocation d'actifs. Oui, donc effectivement, peut-être Benjamin Mellman, en tant que Global CIO, on compte sur vous justement pour y voir clair et apporter des solutions. Je mets de côté le scénario retour du monde d'avant, le scénario en V, idyllique, etc. On voit qu'il y a encore des questions. Et je mets de côté le monde qui s'écroule, le problème de confiance, enfin voilà, la fin de cycle avec un retour du troc. Et donc on met le casque lourd et on va dans son abri anti-atomique et on attend. Et ça, c'est plutôt ce qu'on voit à travers l'or, les souscriptions dans l'or. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur épargnant et à la fois sur le marché obligataire et à la fois sur le marché action ou dans des gestions diversifiées? Alors, effectivement, enfin, je pense que beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que sur les marchés obligataires aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Rarement les rendements obligataires ont été aussi bas. Donc, comment investir aujourd'hui? Beaucoup d'investisseurs, ceux qui ont plein de cash aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont beaucoup de cash, ils vont chercher du rendement et aujourd'hui, trouver du rendement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les banques centrales le veulent et elles ont créé, comme ça a été dit tout à l'heure, des rendements artificiellement bas. Et la nouvelle, c'est que, indépendamment de la reprise qu'on anticipe l'an prochain, et normalement, il devrait y avoir une reprise éventuellement même forte l'an prochain, les taux vont rester bas. Ils vont rester bas parce que les banques centrales le veulent, parce que l'inflation est toujours très basse, et parce que les banques centrales savent que dans un contexte où les déficits publics, mais également privés, parce qu'il y a de grosses émissions de dette sont très, très importants, elles devront continuer à faire du quantitative easing, à apporter beaucoup de liquidités au marché pour qu'ils puissent se financer. Donc, les taux vont rester bas. Et si on se dit, tiens, les taux sont anormalement bas, je vais peut-être attendre un peu pour investir, il y a une chance qu'on attende pendant longtemps. Donc, nous, effectivement, sur les marchés obligataires, c'est de plus en plus compliqué à investir. Mais puisqu'on est dans un contexte de reprise, on va se positionner sur les dettes qui offrent du rendement, qui sont un peu plus risquées. Alors, ce n'est pas forcément des dettes qu'on va porter sur tout un cycle, parce que c'est des dettes qui peuvent, à certains moments, avoir des périodes plus compliquées, notamment quand le cycle se retourne. Mais en période de reprise, on a envie d'acheter de la dette émergente qui offre encore aujourd'hui de beaux rendements, qui, dans toutes les dettes, sont celles qui ont peut-être connu, qui offrent aujourd'hui les rémunérations les plus larges, et les pays émergents devraient largement… Quel niveau de rendement à peu près sur une dette émergente? Quel niveau de spread? Comme ça, pour Aujourd'hui, donner des idées.
Alors, c'est des dettes qui sont souvent en dollars, mais quand vous les convertissez en euros, vous avez 4,20 à peu près pour l'indice global. Surtout que ça a beaucoup souffert dans la crise récente. Donc Exactement. Donc, c'est pas un petit rendement. Donc, c'est des dettes encore aujourd'hui qui offrent des perspectives intéressantes et qui pourraient rejoindre les autres dettes corporate, comme la dette à yield, qui ont beaucoup payé. Ce qu'on aime bien également, c'est la dette financière. Parce qu'effectivement, on est dans un contexte où tout le monde anticipe la remontée des taux de défaut. Il y aura des faillites, hein, indéniablement, au sein des entreprises, mais du côté des banques, certainement pas. Certainement pas, parce que finalement, les banques auront été très, très bien capitalisées. Et ça, c'est un des legacies, on va dire, de la crise de 2008-2009, que les banques sont bien pilotées par les régulateurs. On a vu, par exemple, les suspensions de dividendes, mais qui permettent justement aux banques de garder des positions solides en termes de capital. Et donc, dans un contexte où, de toute façon, les taux de défaut, en tout cas du côté des entreprises, vont monter, on trouve que les rendements qui sont aujourd'hui offerts sur des dettes financières sont intéressants. Donc voilà, pour nous, en 2021, quand il va falloir faire du rendement, on aura tendance à se positionner sur une partie de la dette qui est un peu plus risquée que globalement et profiter de ce contexte de reprise et privilégier la dette émergente et la dette… Le unconstrained bond, le bond allocation Alors, c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement, on constate que les gestions flexibles sont des gestions qui sont en mesure non seulement de diversifier les placements, de profiter des opportunités qui se profilent, mais également de lisser la volatilité. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Alors, on en sait quelque chose chez nous parce que le plus gros fonds du groupe est un fonds obligataire flexible. Et c'est effectivement quand c'est bien fait, donc ça dépend de la qualité de la gestion sous-jacente, mais c'est en mesure de délivrer des performances régulières, de lisser les accidents et de se positionner de façon dynamique sur les opportunités quand elles se présentent sur les marchés. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a moins d'opportunités, mais justement, quand il y en a, il faut savoir les saisir de façon… Dans un environnement comme ça, j'ai plutôt tendance à être tactique ou j'ai plutôt tendance à être stratégique en disant je fais du buy and hold et j'achète, ou est-ce que vous dites non, il faut être tactique, on est dans un environnement de déplacement de liquidité, donc il faut pouvoir savoir rentrer et sortir. Alors pour nous, les phénomènes de liquidité, elles vont rester encore en 2021. Il y aura une abondance de liquidité. Donc, en ça, les deux approches se valent pour 2021. On peut très bien chercher un fonds tactique qui va justement travailler les opportunités qui se présentent. Il va quand même y avoir quelques mouvements, quelques opportunités à faire. Pas forcément plus que ça, mais au moins, on aura une diversification et une gestion du risque qui sera satisfaisant. Et sinon, on peut très bien également se positionner sur une approche buy and hold. On est très preneur des deux pour 2021. D'accord. Donc, le tactique, par exemple, c'est je reviens sur les banques via l'equity ou la dette, ou je reviens sur les émergents, par exemple. Exactement. Bernard Lebras, vous dirigez un des plus gros assureurs en France, et du coup, on se pose la question, on a évoqué un peu le sujet du fonds en euros. Donc, la problématique du fonds en euros, vous êtes content de voir de la décollecte sur le fonds en euros, vous allez nous dire. Et à côté de ça, comment vous gérez cette problématique en tant qu'institutionnel, puis à la fois la problématique de la question de la distribution de solutions pour des épargnants? Alors oui, ce que Laurent et Benjamin viennent de dire n'est pas très réjouissant pour un assureur vie, effectivement. Hein, les taux vont rester bas, voire négatifs, ce qui pour le fonds euro est un vrai sujet existentiel, même si moi je suis convaincu que le fonds euro ne va pas mourir. Mais ces trois caractéristiques principales qui sont la liquidité à tout moment, la garantie en capital à tout moment et des rendements qui ont été jusqu'à présent supérieurs au rendement de l'inflation ne seront forcément plus possibles à l'avenir. Et donc, effectivement, comme vous le disiez, on est assez content, nous, de voir l'inversion de tendance cette année, c'est-à-dire que là où on est chez Suravenir, 2/3 fonds euros sur les stocks, 1/3 unité de compte. On est passé depuis le début de l'année dans la collecte exactement à l'inverse, c'est-à-dire 1/3 de collecte sur le fonds euro, 2/3 sur les unités de compte.
cela au travers d'un certain nombre de propositions nouvelles. J'ai noté que vous aviez évoqué les unités de compte immobilières tout à l'heure, c'est un sujet intéressant, mais aussi parce que les différents réseaux ont bien compris et les clients ont bien fait comprendre à leurs clients que le fonds euro, quoi qu'il arrive, de toute façon, ne va plus rapporter le niveau de l'inflation dans les années qui viennent. Je ne sais pas vous dire si c'est à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans que le taux du fonds, le taux moyen des fonds euros descendra en dessous de celui du livret, mais les clients ont clairement compris ça et aujourd'hui se portent clairement sur les unités de compte. Donc, dans 4-5 ans, le fonds en euros, on va dire, rejoint le livret A. C'est le livret A, enfin, même combat. Et du coup, le fonds en euros est clairement en satellite, alors qu'il était cœur des solutions. C'est à peu près ça. Il devient une composante, effectivement, de l'allocation d'actifs du client, mais une composante qui devient minoritaire, contrairement à ce que l'on a connu historiquement depuis plus de 30 ans sur le marché de l'assurance vie. Et alors, la partie unité de compte, c'est intéressant parce que vous proposez des gestions pilotées, mais quand on discutait de gestion pilotée dans la gestion de patrimoine ou les réseaux il y a 4-5 ans, c'était ouais, bon, ça démarre pas, soit les CGP préfèrent faire leur allocation tout seuls dans leur coin, c'est des experts en sélection de fonds et ils utilisent Cantalis tous les jours du matin au soir, soit il y avait des réseaux, des particuliers qui disaient bah non, moi je suis en gestion libre, je fais même ma petite sauce moi-même. Et du coup, la gestion pilotée n'était pas vraiment, avait pas vraiment eu un succès fou. Est-ce que c'est des éléments qui ont changé dans la crise, qui sont passés à travers la crise, qui sont un peu plus waterproof maintenant? Ben moi, ça fait quelques années que je suis convaincu que la gestion pilotée, les mandats d'arbitrage en assurance vie, c'est réellement l'avenir de l'assurance vie. Alors, certains réseaux, effectivement, ont mis un peu, et mettent encore un peu de temps à s'en convaincre, hein, parce qu'effectivement, ils considèrent que leur plus-value est dans l'allocation d'actifs pour certains d'entre eux, et puis je pense au CGP par exemple, et d'autres sur Internet considèrent qu'ils s'adressent à des investisseurs très avertis, capables de faire eux-mêmes leur allocation d'actifs. Mais ce que l'on voit quand même concrètement aujourd'hui, et on est bien placé, je dirais, ensemble pour en parler, c'est qu'on a, nous, développé un nombre de mandats d'arbitrage très significatifs, dont vous nous calculez la performance régulièrement et qui se développent de façon extrêmement rapide dans tous les réseaux de distribution. D'accord. Donc, c'est considéré un peu comme très résilient pour les investisseurs qui se sont dit, bah, j'ai pas paniqué, j'ai subi mars, avril, mais quelque part, j'ai pris le rebond, je suis dans mon cadre de risque, j'ai un pilote dans Exactement. l'avion, et donc, ça montre à in vivo que c'est utile. Ben, on a vu dans cette période très difficile un double avantage finalement. Le premier, c'est que même dans la période que l'on citait tout à l'heure du mois de mars, particulièrement complexe, ben, les gens sont pas sortis des mandats d'arbitrage. Quand on choisit un mandat conviction infrastructure, conviction développement durable, on le choisit sur le long terme et on ne change pas d'avis parce que les marchés bougent même de façon très importante sur quelques séances. Et puis, le deuxième avantage, c'est que dans des périodes qui aujourd'hui restent quand même très floues et très compliquées pour les clients et pour les conseillers, le mandat, bah, c'est la meilleure façon de donner les clés quelque part de son contrat d'assurance vie à un professionnel. En fait. Et le conseiller, il est parfaitement en ligne avec ça. D'accord. On va avancer pour voir un peu la perspective demain. Donc ça, on a évoqué la situation aujourd'hui, mais si on se projette, Dominique, donc Céolin, PDG d'ABC Arbitrage, on vient de dire tout à l'heure, donc je crois que c'est Benjamin qui évoquait 2021, j'ai un delta de croissance économique
en 2021, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en 2020, on était vraiment en récession, donc on l'aura, c'est sûr. J'ai un delta de croissance de la masse monétaire, puisqu'il paraît que la BCE et la Fed vont continuer à rester accommodantes. Donc je me dis, alléluia, j'ai vraiment une année 2021 pour les actions. Et en plus, Benjamin nous a confirmé que les taux allaient rester très accommodants, très bas. Donc je me dis, voilà, j'ai un one-way, et donc les années qui viennent vont rester très intéressantes pour des actions. Est-ce que c'est le scénario central? Est-ce qu'il faut aussi avoir en tête d'autres types de scénarios plus extrêmes? En fait, nous, en tant qu'acteurs d'arbitrage, on n'a pas d'opinion fondamentale au sens est-ce que ça va monter ou baisser. Par contre, on peut constater par des indicateurs qui sont les nôtres depuis très longtemps et qui nous ont fait repérer assez tôt ce changement de paradigme des banques centrales, c'est que un des critères ou un des éléments vraiment propres à cette situation de paradigme des banques centrales, c'est une augmentation des flash crash, c'est-à-dire en fait de volatilité qui change brutalement de régime, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais ces flash crash, même s'ils sont de relativement courte durée, peuvent être extrêmement pénibles à vivre pour les investisseurs. Donc ça, c'est un élément important, je pense, à prendre en compte. Et bien sûr, chacun appréhende son risque selon ses objectifs et son besoin, mais je pense que ça, c'est un élément important à prendre en compte. Le deuxième élément important à prendre en compte, c'est que tant que les banques centrales seront présentes par les taux négatifs et surtout aussi beaucoup par les liquidités qu'elles injectent sur les marchés, il est clair que les marchés actions vont être soutenus. Alors peut-être certains secteurs moins que d'autres ou certains secteurs plus que d'autres, mais en tout cas, le marché actions dans sa globalité est maintenu. Et encore une fois, je rappelle que sur une de nos pires années en termes de doute sur l'économie avec cette pandémie, nous avons battu des records sur un certain nombre d'indices. Donc c'est vraiment typique de ce genre de situation. Donc ces deux critères ensemble montrent une chose, c'est que par rapport à 2008 où j'aurais conseillé d'être sur des titres de volatilité pure, de protection de volatilité pure, de type ABC arbitrage, je vais cacher ma paroisse, mais voilà, des titres qui vont protéger de la volatilité. J'aurais dit 70% mettez de l'ABC-like et puis le reste en indice. Là, je vais inverser, je vais dire, non, là, clairement, le marché, ne pas être investi en actions dans des marchés qui sont soutenus par les banques centrales, ça me paraît un peu idiot de sortir de ces marchés actions pour n'être que dans du défensif et dans l'argent sous des matelas, si je puis dire. Donc, je pense qu'il faut effectivement avoir une partie de son épargne dans les marchés actions sous différentes formes ou des marchés avec des allocations que les professionnels ici présents feront sûrement mieux que moi. Mais j'insiste sur le fait qu'on va vivre et on va connaître un certain nombre de mini-cracks, plus ou moins mini d'ailleurs, et plus ou moins cracks, mais on va en connaître un certain nombre et qu'il faut se protéger par rapport à ça. Et il y a différentes solutions pour ça. Encore une fois, ABC Arbitrage, j'ai prêché encore une fois pour ma paroisse, ABC Arbitrage montre qu'on est un acteur anti-volatilité et qu'on protège de ce genre de situation, mais on n'est pas les seuls à savoir faire ça. Et donc, il y a des produits pour finalement qui sont pas coûteux en cas de hausse de marché, encore une fois, qui produisent des performances positives même dans les marchés haussiers, mais qui vont finalement être par contre très présents et très compensateurs des marchés baissiers ou des marchés en panique. En tout cas, il faut avoir un scénario central et ne pas, ce que je comprends bien, se priver de se protéger des risques extrêmes. On peut avoir à un moment donné de la déflation, et on voit le succès des fonds or par exemple, ou on peut avoir à un moment donné de l'inflation et donc essayer de se protéger contre ce scénario inflationniste en se disant j'achète de l'inflation, de toute façon ça vaut rien aujourd'hui, et d'acheter de la volatilité, etc. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que par ailleurs, ce qui me semble intéressant, c'est de voir je crois que l'un d'entre nous l'a dit tout à l'heure, c'est un environnement extrêmement complexe en termes de perspectives. Et donc, construire des perspectives avec des scénarios en disant il va se passer ça, donc je fais ça, ça me paraît beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui que dans des géopolitiques qui étaient plus stabilisées il y a une dizaine d'années, si j'oublie un instant l'événement 2008. Et donc, ça me paraît plus compliqué aujourd'hui de faire ça. Et donc, la diversification avec le fait qu'on acte que les banques centrales vont soutenir les marchés actions, mais que ça n'empêchera pas des situations de mini-crack, comme on a dit tout à l'heure. Je pense que ça va pousser à une diversification protectrice. En tout cas, sur 2021, et peut-être 2023, 2024, 2025, avoir en tête qu'à un moment donné, les banques centrales vont peut-être normaliser aussi, ou les États vont peut-être commencer à normaliser l'endettement. Ça, ce serait l'idéal pour quelqu'un comme moi qui a plutôt envie de supprimer l'aléa moral, le fameux moral hazard généré par les banques centrales. Mais force est de constater quand même que les gouvernements démocratiques sont tellement surendettés et la population dans une
difficulté d'acceptabilité de changer cet endettement, que ça va être quand même probablement durable, avec le risque de perdre en crédibilité pour les banques centrales et pour les monnaies, de perdre en crédibilité, donc en confiance, effectivement. D'accord. Avoir ces scénarios en tête, peut-être avancer toujours dans les perspectives, Laurent, sur le scénario 2021. Ce qui m'intéresse de creuser, c'est gestion un peu stratégique versus gestion tactique. Est-ce qu'on oublie l'allocation stratégique? Et si on doit faire du tactique, comment on fait du tactique? Ça veut dire quoi aujourd'hui, être flexible, notamment pour un épargnant qui nous regarde et qui a du fonds en euros et des UC? Alors, je rappelle que vous êtes conseiller financier pour des grandes sociétés de gestion, pour des conseillers financiers, enfin, de la gestion de fortune. Donc, c'est un peu votre activité au quotidien. Oui, et je pense que stratégique et tactique peuvent se marier correctement ensemble. C'est-à-dire que l'aspect stratégique, c'est tout d'abord de définir correctement sur des profils de risque clients, quels sont les objectifs, quelles sont les contraintes. On a des outils, notamment comme Cantalis, qui peuvent nous aider, puisque c'est un outil qui nous permet de faire des simulations, du backtesting, pour pouvoir justement montrer derrière aux clients en termes de volatilité, en termes de risque, ce qu'on peut avoir dans des situations de crash, comme le disait Dominique, dont je pense que de toute façon, ils vont se poursuivre. Je ne pense pas que 2021 sera une année linéaire. Donc déjà, c'est définir cette allocation stratégique. Une fois que cette allocation stratégique est faite, je pense qu'effectivement, il faut avoir une notion tactique aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du risk-on, risk-off. Il y a une volatilité aujourd'hui de la liquidité. C'est bien pour ça que justement on a ce barbell que vous montriez tout à l'heure. C'est aussi pour ça que de toute façon le fonds euro, même s'il n'a pas de rentabilité, il reste un support d'attente lorsque on estime tactiquement qu'on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont trop élevés. Voilà, je pense que tactiquement, effectivement, 2021, et comme le disait Dominique, aujourd'hui on bat des records sur les indices. Alors on bat des records évidemment en termes de niveau, mais surtout, on bat des records en termes de valorisation, avec un environnement de taux à zéro. Donc, il y a un moment donné où les investisseurs rationnels, avec des notions de prime de risque, qui ont été évoquées également tout à l'heure, avec peut-être une normalisation des banques centrales, ça ne sera pas forcément une très bonne nouvelle pour les actions. Donc, on risque d'avoir finalement un scénario où aujourd'hui, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour les marchés financiers, parce que ça veut dire que les banques centrales sont là en soutien. Demain, un rebond de l'économie, une reprise légère de l'inflation serait aussi le signe d'un soutien moindre de la part des banques centrales. Et donc, les investisseurs commenceront à regarder ces valorisations. Donc, ça, c'est le deuxième point sur l'aspect tactique. Après, en construction de portefeuille, toujours se souvenir que si on arrive à faire de la décorrélation dans des marchés haussiers et à pouvoir avoir des matrices qui permettent effectivement d'avoir des portefeuilles vraiment diversifiés, malheureusement, et ça n'a pas été le cas uniquement en 2020, le dernier trimestre 2018 a été désastreux également pour ça, les corrélations à la baisse sont très fortes. Donc c'est vrai que dans un environnement de taux zéro, il est très difficile, lorsqu'on a eu des pertes, de régénérer de la performance. L'aspect tactique, à mon avis, est important, et savoir de temps en temps prendre ces plus-values finalement en bon portefeuille. Le célèbre risk parity, où j'ai des actions et des obliges, est un peu derrière nous. On le voit très bien, c'est-à-dire que sur les fonds diversifiés, des fonds non pas flexibles, mais diversifiés, je fais bien la différence entre les deux. Fonds diversifié, c'est un fonds qui va être avec un moteur obligataire permanent et un moteur action bien moindre en termes de poids, mais qui est là pour apporter encore plus de performance. Ces fonds qui sont diversifiés sont un peu figés, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut se tourner plutôt vers des fonds d'allocation qui, eux, vont faire des paris d'investissement, j'aime pas le terme pari, mais qui vont en tout cas avoir des convictions. Des convictions, effectivement, voilà, exactement. Des convictions plus marquées et qui vont pouvoir aussi se marier entre eux parce qu'ils vont être complémentaires en termes de zone géographique, lorsqu'on va choisir plusieurs fonds, en termes de zones d'investissement, actions, de devises aussi. Je pense que dans cet environnement aujourd'hui avec des taux à zéro, l'un des moteurs pourrait être aussi les devises. Donc, j'invite à regarder toutes les parts des fonds qui existent et pas uniquement des parts en euros également.
D'accord. Pour avancer, Benjamin, on a Dominique qui nous a brossé un scénario 2021 je dirais, de confiance sur les actions en disant j'ai des États et des banques centrales derrière les investisseurs, don't fight the Fed, et Laurent qui dit bah voilà, le 50-50 devient le 40-40-20, mais en gros le moteur de taux ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, sur les actions, voilà, il y a un consensus qui se dégage. Alors, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait en 2021? C'est quoi la vision d'Edmond Rothschild? Quelles sont les thématiques qui vont pouvoir être détectées et privilégiées en 2021? Alors déjà, on voudrait dire que 2021, ça va peut-être sur les marchés actions une rotation. Alors on parle souvent de la rotation, c'est un grand thème à la mode, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu une très très forte surperformance des facteurs croissance et qualité et un retard de la value qui est juste incroyable. Et donc on a des écarts de valorisation aujourd'hui entre la croissance, la qualité d'un côté et la value de l'autre côté, énormes, dans un contexte où il y aura une reprise qu'on cherche encore à mesurer, mais qui pourrait être, selon certains cas de figure, assez important. Et donc, on ne peut pas exclure un retour significatif de la value en 2021. Ce n'est pas notre conviction. Nous, on pense, et on a revu nos portefeuilles, on fait beaucoup plus attention à notre exposition factorielle pour être sûr d'être bien équilibré entre la croissance, la qualité, mais aussi la value. Attention, les fonds thématiques, beaucoup de fonds thématiques sont essentiellement croissance, et c'est important de regarder dans les fonds thématiques justement quelle est la pondération des facteurs, parce que le risque, c'est que même avec des thématiques différentes, on se retrouve avec un seul même facteur, et c'est peut-être celui qui en 2021 ne va pas surperformer comme toutes les années précédentes. Donc il y a peut-être quelque chose qui se dessine, et c'est là où on voudrait faire plus attention. Alors cela étant, il y a des thèmes qui nous intéressent pour 2021, et un thème qui est toujours très fort, c'est l'ISR et tout ce qui est green. Alors évidemment, on a parfois l'impression que ces thèmes ont été entendus, surentendus et presque ad nauseam, j'allais dire. Et pourtant, beaucoup de choses se passent toujours en la matière. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en termes de gestion ISR, en Europe, une nouvelle réglementation arrive en 2021 qui va obliger tous les asset managers qui prétendent faire de l'intégration ESG à n'être plus sur une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Autant dire que les valeurs qui respectent les critères vont être encore plus recherchées qu'elles ne l'ont été ces derniers trimestres. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'Europe, qui est déjà très avancée sur les questions ESG et ISR, c'est ce qui va se passer aux États-Unis, avec le changement politique très important. Rappelons que l'administration Trump décourageait évidemment cette partie-là, et notamment pour les fonds de pension publics. Et puis en Asie aussi, où toute cette vague est en train de prendre. Donc, toute la partie ISR qui a très, très bien fonctionné ces derniers temps devrait continuer encore à délivrer non seulement des critères extra-financiers, mais également des performances financières. Et puis, évidemment, tout ce qui est vert devrait également continuer. Et ce qui est frappant quand on regarde les valeurs vertes, c'est que finalement, quand on regarde par exemple les accords de Paris, ce qui est frappant, c'est qu'on a parfois l'impression que c'est une pétition de principe, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont engagés, mais qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Or, les accords de Paris, ce n'est pas une pétition de principe, c'est un traité. C'est un traité donc, qui a force de loi et sur lequel beaucoup d'États ont pris beaucoup de retard. Peu d'États respectent pour l'instant le traité de Paris et vont devoir investir massivement pour converger justement vers leur engagement. Et ça, on s'attend encore sur les prochaines années, mais à des investissements dans le secteur qui vont être extrêmement importants et qui devraient porter la thématique de façon durable, même si aujourd'hui, objectivement, ces valeurs incorporent déjà le fait qu'il y aura beaucoup de croissance, mais cette croissance, on est intimement convaincu qu'elle est devant nous. Après, ce qui est assez intéressant, c'est de souligner le fait que des nouvelles opportunités, ou en tout cas un nouveau paradigme, induit aussi des nouveaux risques. On s'est peut-être trop focalisé sur le tech factor et donc ces éléments de croissance, et de faire passer le message en disant attention, on vient d'évoquer des bulles et des niveaux de valorisation avec Laurent et Dominique, mais on est dans une moyenne, enfin une valorisation en K, avec des secteurs qui sont des valeurs qui sont très 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 chères et d'autres qui sont un petit peu à la ramasse, qui sont un petit peu à la cave. Donc ayons chez Edmond Rothschild un peu cette distinction
un peu microéconomiques ou pas sectoriels, faisant attention à ces écarts value growth, quoi. Exactement, exactement. Il ne s'agit pas de dire 2021, ça va être l'année de la value, mais objectivement, il y a beaucoup de raisons pour que la value revienne et que la croissance, cette fois-ci, ne soit pas au rendez-vous. Donc, on lance juste le message qui est attention, bien s'assurer que les facteurs sont bien représentés, diversifiés dans les portefeuilles, que ce ne soit pas trop déséquilibré sur un seul facteur. Peut y avoir des retours de manivelle. Malgré tout, donc vous parliez de la tech. Nous, au sein de la tech, il y a des thématiques qu'on aime, comme le big data, par exemple, d'une façon générale, aussi bien les producteurs de big data que les utilisateurs. C'est pour nous une thématique de long terme. Et ce qu'on constate, c'est que le big data, pour les entreprises qui savent bien utiliser cette innovation technologique, est vraiment en mesure d'apporter à ces entreprises un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est des thématiques qu'on a dans le portefeuille. Et puisqu'on parlait de biais factoriels, qui ont des biais factoriels équilibrés. Donc ça, c'est effectivement des sujets qui nous... Enfin, la santé. Et pour nous, même après, j'allais dire, l'année qu'on a connue un secteur d'avenir, beaucoup d'innovations vont arriver sur le marché. On sait, après la crise Covid, que beaucoup d'investissements vont être faits dans le secteur, dans les hôpitaux. Et enfin, manifestement, après, généralement, quand il y a une élection américaine, tout le monde évite le secteur de la santé parce que c'est un secteur très politique. Et donc, il y a une décote qui arrive l'année électorale sur le secteur de la santé. Mais on ne pense pas que l'administration Biden, dont d'ailleurs on ne connaît pas encore exactement la couleur du Sénat, mais viendra, j'allais dire, prendre des mesures majeures venant perturber la vie de ce secteur. Donc, on pense que la santé, c'est un secteur... Ça restera très porteur. Exactement. Alors Bernard Lebras, buvez vos paroles, puisque c'est un des pionniers de l'approche thématique à travers des gestions sous mandat. Effectivement, investir sur les actions en cœur de portefeuille, le moteur de performance, et à travers des thématiques, c'est un petit peu ce que vous avez mis en place chez Suravenir. Peut-être repréciser, Bernard, est-ce que c'est une gestion sous mandat et du coup, je ne peux plus faire de la gestion libre? Est-ce que c'est une gestion sous mandat, mais quel type de thématique je peux avoir? Et quelles sont les nouvelles thématiques sur lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot en avant-première? Puisqu'on parle d'avenir et de 2021, nous, notre ambition, et j'allais dire presque notre contrainte, c'est très modestement de réinventer l'assurance vie, en fait, puisque le fonds euro, on l'a vu, même s'il ne va pas disparaître, ne sera plus le socle de l'assurance vie. Et effectivement, on est parfaitement en ligne avec ce que disait Benjamin, et donc avec, je pense, une bonne partie des asset managers, sur notre approche de ce que l'on appelle les mandats d'arbitrage à l'intérieur du contrat d'assurance vie, c'est-à-dire pour le client la possibilité de confier une partie, une poche de son contrat en gestion à un asset manager et de conserver à côté de cela une partie en gestion libre. Donc les deux ne sont pas du tout incompatibles, mais l'idée c'est bien de dire au client: donnez du sens à votre épargne, faites-nous part de vos convictions. Dans les convictions, on a le vieillissement, la santé, le développement durable, les investissements de proximité dans les territoires, les infrastructures, etc., etc. On en a aujourd'hui 10, on en a 2 autres en préparation. Chacune des convictions a été développée avec un asset manager différent. J'ai noté relance des territoires. Mon petit doigt m'a dit relance des territoires. On réfléchit private equity, on réfléchit. On réfléchit private equity, bien évidemment. Bien vieillir. À chaque fois, on a choisi un asset manager dont on pense qu'il est pointu et spécialisé sur cette thématique. Et sur En fait, Bernard, ce que je comprends, c'est que vous avez inversé la pyramide, vous avez inversé la relation. La plupart du temps, l'industrie de la gestion parle de la conviction des gérants et la conviction de Benjamin en particulier. Et en fait, vous avez commencé à parler de la conviction de l'investisseur, du client final. Donc, vous lui posez des questions sur quelles sont vos convictions et à partir de là, vous déployez les capitaux.
Voilà, et c'est à partir de là que qu'on lui propose effectivement une forme de gestion qui va lui donner une allocation d'actifs sur un mandat d'arbitrage, plus une possibilité Bien sûr. dans la poche gestion libre de Et continuer ça à rejoint la investir. conviction du gérant, parce que si le mandat Big Data est géré par Edmond de Rothschild, il aura un expert au pilotage. Voilà, mais s'il veut avoir un mandat intelligence artificielle, par exemple, qui va être très risqué, il peut, à côté de ça, sur sa poche libre, Mettre du fonds en euros. s'intéresser à des supports immobiliers, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, en équilibrage de son investissement. D'accord, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Nous, de notre côté, on a pas mal de, je ne sais pas si ça apparaît dans le chat, mais on a pas mal de questions. Je regarde les questions, puisque je vois que le temps passe vite, sur une question pour Dominique et pour Benjamin, sur l'inflation, parce que c'est assez saugrenu de parler d'inflation, alors même qu'on est plutôt en déflation, taux de chômage, crise économique, récession. Et d'ailleurs, sur les catégories, les flux Cantalis, on voit des collectes fortes sur des catégories obliques inflation, comme on voit des collectes fortes sur l'or, par exemple. Et est-ce que les investisseurs ont raison de se protéger contre le risque inflation, ou est-ce que vous considérez qu'ils sont vraiment fous furieux et que ça n'a aucun intérêt de se protéger aujourd'hui contre ce risque? Dominique? Oui, en fait, moi, je vais être, n'étant pas un économiste au sens pur du terme, je vais être assez pragmatique. Quand on parle avec des gens qui aujourd'hui sont à la retraite et qui toute leur vie ont construit un patrimoine pour être à la retraite, il y a un indicateur pour moi qui est fort, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fonds en euros ne suffit plus à couvrir leurs dépenses courantes. Et certes, sûrement, ils peuvent acheter un t-shirt ou une paire de chaussures chinoises moins chères que ce qu'ils pouvaient acheter il y a 10 ans ou à 20 ans, parce qu'il n'y a pas eu d'inflation sur ces produits-là, mais que ce soit pour se loger indirectement à travers les taxes, aussi pour rouler dans leur voiture avec la nouvelle taxation, les différents problèmes qu'ils rencontrent autour de la mobilité, il y a une inflation quand même qui existe dans la vie de tous les jours et qui n'est plus aujourd'hui couverte par cette problématique j'allais dire, ces problématiques de fonds en euros ou de placement sûr ou sécure. Et donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et le deuxième problème, maintenant un peu plus philosophique, qui me semble quand même une réalité, c'est que, alors là-dessus, il y a différents débats et différentes thèses qui peuvent s'affronter, mais moi, je considère aujourd'hui que si on martèle, comme la situation de la Covid l'a fait à nouveau, hein, que l'argent peut se trouver dans une quasi-infinité de moyens à tout moment en fonction des besoins, si on continue de marteler ça à ce niveau-là et finalement que les banques centrales sont là quoi qu'il en coûte, à un moment, vous décrédibilisez la notion d'argent et c'est un facteur d'inflation qui arrivera sous une forme ou sous une autre. J'en suis intimement persuadé. Donc pour moi, c'est une des inquiétudes que l'aléa moral pourrait générer. D'accord. Benjamin, donc on oublie le débat philosophique et revenir sur des éléments plus financiers. Est-ce que ça vous étonne que des investisseurs souhaitent se protéger contre l'inflation, et quelle est votre vision chez Edmond de Rothschild? Alors, en fait, ce n'est pas la première fois qu'au lendemain d'une crise et après des grandes mesures de politique monétaire, on voit les gens s'inquiéter de l'inflation. Par exemple, en 2009, l'inflation était revenue à un thème sur le thème, mais mon Dieu, vu tout ce qu'ont fait les banques centrales, l'inflation va repartir. Elle n'était pas repartie. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'était devenu un thème de marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, et Dominique le rappelait très bien tout à l'heure, dans un contexte inédit. C'est-à-dire que ce que les banques centrales ont fait ces dernières années est sans précédent pour le coup. Donc, soit on dit, finalement, ça va être comme en 2009 et finalement, tout le monde va s'inquiéter de l'inflation ne va pas repartir. Sauf que cette fois-ci, quand même, on a eu des politiques monétaires autrement plus corrosives qu'en 2008 et 2009. Et donc, bien malin, celui qui peut dire aujourd'hui que l'inflation ne repartira pas. Tendance à douter personnellement, mais franchement, on ne peut absolument pas l'exclure. Et quand on regarde les prix de marché, parce que vous parlez du marché, aujourd'hui, se couvrir contre le risque de l'inflation n'est pas particulièrement onéreux. Alors, c'est vrai que le thème commence à être prisé. Et ce qui est vrai, c'est que si cette reprise cyclique se déroule comme convenu, probablement le thème va être encore un peu plus prisé. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans nos portefeuilles obligataires, par exemple, comme le fonds obligataire flexible dont on parlait tout à l'heure, on a sensiblement investi dans les obligations indexées sur l'inflation
parce que ce thème, pour nous, a encore de beaux jours, tant en tout cas que cette reprise cyclique n'est pas apparue. D'accord. J'ai une question d'un internaute là à l'instant qui parle, une question pour Benjamin, sur la partie nouvelles opportunités, nouveaux risques. Comment on fait pour, en termes de reporting, pour communiquer aux investisseurs sur le risque, alors par exemple sur l'ISR, le risk report ISR c'est quoi? Ou le risk report big data c'est quoi? Parce que sur des nouveaux produits, ça peut être un peu déstabilisant. Et puis d'autre part, dans une allocation, un portefeuille qui est géré par Edmond Rothschild, comment, à côté du pays, du secteur, de la valeur, nanana, on se retrouve avec voilà, le big data, la thématique dans votre portefeuille. Vous parlez de quel risque plus précisément Alors, je sais pas, genre comment on construit un reporting pour un investisseur qui aura intégré du fonds Big Data ou du fonds ISR. Est-ce qu'il y a un reporting spécial, par exemple, sur un genre de risk report extra-financier, comme on fait un risk report financier, par exemple? Alors, on est tout à fait en mesure de fournir ce type de report, absolument. Donc, c'est vraiment, ça demande d'une nouvelle approche pour des investisseurs pour pouvoir les accompagner, y compris dans la partie reporting. Une question, même question pour Bernard. Quand vous envoyez des rapports sur quelqu'un qui a investi dans le développement durable ou quelqu'un qui a investi dans une thématique infrastructure, est-ce que le gérant produit des éléments tangibles qui montrent que des pourcentages, le carbone, la température, qu'est-ce que ça veut dire un reporting ISR aujourd'hui dans ces gestions pilotées? On travaille beaucoup sur ces sujets-là aujourd'hui en termes de reporting. On a aujourd'hui traité le sujet du reporting, de la performance de chacun des... On a 128 mandats 128 mandats d'arbitrage avec 21 sociétés de gestion aujourd'hui. Donc, c'est déjà un peu de travail, vous le savez. Donc, du côté de la performance financière, tout est parfaitement homogène. Ensuite, on est en train de passer maintenant à une deuxième étape qui est effectivement d'être capable pour chacun de ces mandats de donner finalement un reporting ISR, ESG, alors en fonction de différents critères, le pourcentage de fonds qui sont labellisés par exemple dans chacun des mandats. On réfléchit à avoir un mandat avec des fonds 100% labellisés relance, par exemple, puisque c'est aussi une thématique, forte de 2021 du moment. Donc voilà un peu le type de reporting que l'on est en train de mettre en place. D'accord. Donc ça va s'enrichir pour engager encore plus l'investisseur. France Relance, Benjamin, ça parle, c'est des éléments qui vous parlent? Oui, absolument. Alors, c'est des sujets sur lesquels on est, tant du côté illiquide que du côté liquide. D'accord. Bon, c'est intéressant. Je vois que le temps passe vite et il va bientôt falloir se quitter. En tout cas, je voulais vous remercier à la question, est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère des investissements? Je pense que oui. Alors, il y a des éléments structurels. Hein. On ne passe pas d'un environnement à un autre. On est toujours baigné dans des actions des banques centrales, des plans de relance, etc., qui étaient déjà présents. Mais on voit effectivement que le Covid est venu accélérer des tendances, mais aussi créer des nouvelles attentes pour des investisseurs. Donc, l'année 2021 sera peut-être plus l'année du vaccin, du déconfinement, de la croissance. Donc, ça y est, on retrouve un petit peu de vent dans les voiles et ça fera plaisir à Dominique, puisque je crois que c'est un féru de voile. Donc, de savoir qu'effectivement, on repart sur des eaux un peu moins troubles. Et en tout cas, merci pour vos lumières, parce que c'est vrai que quand on est investisseur, on est un petit peu perdu. Donc, ça apporte de la visibilité, d'avoir ces thématiques, d'avoir ces visions, savoir déjà qu'on n'est pas tout seul à se poser des questions, et un effet aussi cathartique, et de pouvoir ensemble être plus intelligent, je l'espère. En tout cas, c'était l'objet des tables rondes. Alors, on va vous laisser dans
une minute. Un petit mot juste pour vous dire qu'à 18h15, on aura une discussion avec Eric Orsena, qui est notre parrain, le parrain de la conférence. Donc, on aura une discussion peut-être philosophique en prolongement de ce qu'on vient de dire. C'est des sujets importants. En 18h30, on aura les Cantalis Awards pour récompenser les meilleures sociétés de gestion de l'année. Et je vous donne aussi rendez-vous mercredi 15 décembre 2021. Et oui, c'est dans plus d'un an. Mais on a aussi de la visibilité chez Cantalis pour vous dire que ça sera la prochaine édition de Cantalis Inside. Et donc, j'espère que cette fois-ci, ça se fera au Palais Brognard et qu'on sera tous ensemble et un petit peu moins en digital, même si on adore le digital chez Cantalis. Merci, messieurs. Merci pour ces échanges. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien.